Forum Éco. Forum Éco. Tout savoir sur l'actualité socio-économique. Forum Éco. Forum Éco, c'est tous les lundis à 17h sur Radio La Frontière. Forum Éco, votre émission dédiée à l'actualité socio-économique sur Radio La Frontière. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Nous sommes lundi 30 septembre 2019 et pour le compte de ce premier numéro, nous parlerons de l'impact de la fermeture des frontières, l'impact de cette fermeture sur la croissance économique du Bénin. Alors, selon le Fonds monétaire international FMI, la croissance économique béninoise devrait s'établir à 6,3% en 2019 et 6,7% en 2020. La structure de l'économie béninoise est largement déterminée par sa position stratégique sur la côte ouest africaine à proximité, le pays voisin qu'est le Nigeria. Alors, bras de fer entre Boari et Patrice Talon. Mesdames, Messieurs, pour conduire cette émission, j'ai à mes côtés Emmanuel Achogede, journaliste sociopolitique. Emmanuel, bonjour. Et bonjour à vous, et bonjour monsieur le journaliste, et bonjour aussi au DP One Oslo. Vous l'avez annoncé, l'ancien directeur de publication du journal Le Héros. Alors, Oslo Wanou, journaliste spécialiste des questions économiques. Bonjour à vous, Oslo. Bonjour, chers confrères, bonjour, amis auditeurs. Voilà, je l'ai annoncé là, depuis quelques jours, nous avons constaté la fermeture des frontières bénino-nigériane et sur cela n'est pas sans conséquence. Alors cette mesure qui tente d'empêcher l'exportation illégale de carburant ou l'importation des véhicules d'occasion et aussi l'importation du riz est-elle la bienvenue selon vous, Oslo? Bon, on ne va pas dire tout de go que cette mesure est la bienvenue. Tout compte fait, l'État nigérien a ses raisons. Déjà, il faut le dire, il est du ressort de l'État de protéger l'économie interne. La politique économique relève des priorités de l'État. Je pense que c'est ce que l'État nigérien est en train de faire en décidant de fermer ses frontières. Vous le disiez tantôt, ce n'est pas uniquement avec le Bénin, c'est tous les pays frontaliers avec le Nigeria. Cette mesure a frappé tous ces pays. Donc ce n'est pas uniquement avec le Bénin, ce n'est pas nécessairement un bras de fer entre le président Boari et le président Talon, mais c'est avec tous les pays qui tournent autour du Nigeria. Le président Boari a pris cette décision pour pouvoir étudier l'impact de son économie, pour réformer un peu l'économie nigériane et voir à l'interne comment l'économie se porte. Alors, vous l'avez su bien dire, ce n'est pas uniquement au niveau du Bénin, il s'agit également des pays voisins du Nigeria. Alors, parlant même de ces pays voisins où déjà on constate qu'au Bénin, le Nigeria est 17 fois plus peuplé que le Bénin, où déjà le Bénin, son produit intérieur brut est estimé à près de 10 milliards déjà en 2018. Alors Emmanuel Achogede, cette décision annoncée en marge de la CEDEAO tenue à Ouagadougou récemment affecte réellement la croissance économique du Bénin? Bon, cette décision, je peux le dire, affecte un peu la croissance économique du Bénin, en ce sens que depuis la fermeture, nous avons constaté j'ai eu la chance quand même de faire un tour à Parakou, nous avons constaté au niveau des kiosques, parce que au niveau par exemple, pour le remplacement des véhicules, des pièces de véhicules, par exemple, c'était un peu difficile parce qu'ils ont dit que presque les stocks sont déjà terminés. Et vous savez, en grande majorité, monsieur le journaliste, c'est plutôt, nous dépendons du Nigeria, la majorité de nos affaires dépend du Nigeria, si bien que la fermeture a eu beaucoup de conséquences. Nous dépendons du Nigeria et déjà quand on constate l'importation illégale du riz et l'importation illégale du carburant, je crois bien, au Bénin, qu'est-ce que cela en tout cas, à quoi reflète ce phénomène selon vous, Oslo? À quoi reflète ce phénomène de contrebande? C'est nécessairement un défaut d'organisation au niveau des États,
ou on pourrait dire une décision manifeste de certains États à ne pas respecter les critères établis. Quand vous prenez le riz, par exemple, ça fait partie de ces denrées-là qui sont contenues dans ce qu'on peut appeler Convention de Badagry sur les produits à ne pas exporter frauduleusement sur le Nigeria. Il y a un certain nombre de produits, il y a le riz, il y a l'huile, il y a des savons et d'autres produits aussi. Mais chaque fois, c'est exporté comme ça. Et je pense que c'est quand cette mesure de fermeture est intervenue maintenant que vous allez constater certains pays comme le Burkina, comme le Niger et récemment le Bénin ont décidé de respecter ce protocole de Badagry qui est lié à l'exportation de certains produits ou carrément la réexportation. Parce qu'il faut le dire, le Nigeria ne s'oppose pas nécessairement à l'exportation ou à l'importation de certains produits sur son marché. Mais ce qu'on appelle surtout la réexportation, c'est comme ça le pays est en train de lutter. Il y a de ces pays qui ne produisent pas nécessairement ou bien qui ne produisent pas en quantité, mais qui importent des produits qu'ils se permettent de réexporter sur le marché nigérian. C'est ça le Nigeria ne digère pas, parce que ça vient concurrencer les produits locaux là-bas et ça ne permet pas à l'économie nigériane de véritablement prendre. Donc c'est comme ça le pays est en train de lutter. Est-ce à dire réellement qu'il existe un bras de fer entre la commercialisation des produits locaux béninois et également les produits du Nigeria? Oui, on peut le dire. Il y a une forme de concurrence parce que quand vous importez et vous avez même des subventions sur ça et vous réexportez sur l'autre marché au niveau du Nigeria, le coût auquel on livre là-bas c'est souvent moins par rapport aux produits locaux, ce qui est fabriqué localement, parce que ce que nous importons et nous réexportons, c'est en quelque sorte subventionné déjà. Et les mesures par lesquelles ça rentre là-bas, on a un peu de facilité, donc on arrive à livrer ça aisément là-bas. La preuve, quand vous prenez par exemple l'essence au niveau de la pompe au Bénin ou au niveau des stations au Bénin et l'essence qu'on ramène du Nigeria pour le Bénin, le coût est nettement différent. Au bord des voies, l'essence que nous nous permettons d'appeler souvent paillon, alors que c'est pas paillon, c'est l'essence de contrebande. Contrebande parce que il n'y a pas l'État sur ça, on n'a pas pris les mesures douanières sur ça. Mais quand on dit paillon, c'est que c'est carrément gâté, alors que c'est pas là-bas. Là-bas même, il est signifié que ceux qui quittent ici pour là-bas, ils vont chercher ça au niveau des pompes ou bien au niveau des puits de pétrole. Donc ils ramènent ça ici. Mais c'est le système, le trafic qui est illicite. Donc c'est ça on est en train de combattre en quelque sorte. Donc déjà cette mesure qui dérange le Bénin ici parce que ça concurrence les stations qui ne leur permet pas véritablement de rentabiliser. C'est la même chose quand nous exportons du riz sur le Nigeria ou certains produits importés comme les véhicules d'occasion par exemple. On a ça un peu gratuitement ici par le biais de notre port, on n'a pas assez de taxes, on se permet d'envoyer là-bas et puis maintenant les protocoles pour sortir ça, pour dédouaner ça, tout ça et traverser les frontières, ça coûte cher et c'est ça le pays ne veut plus. Voilà, vous avez parlé d'importation des véhicules d'occasion et même il y a certains produits vivriers que nous exportons du Bénin vers le Nigeria. Parlant de ça, la commercialisation de ces produits vivriers, comme je prends le riz, le maïs, le sorgho et consorts, la commercialisation est restée à un niveau très bas, jusqu'au point où certains grossistes sont obligés de fermer leur boutique. Le constat est clair. Quand nous avions fait un tour au marché d'Antokpa, nous avons remarqué les faits. Alors Emmanuel Achogede, dites-moi, avec cet état de choses, qu'est-ce qu'il faille faire normalement? Bon, normalement, je crois qu'il faudra peut-être respecter les règles, et c'est-à-dire permettre à ce que on puisse passer quand même les produits légalement pour pouvoir faciliter la commercialisation. Vous savez, la fermeture, par exemple, de ces frontières, moi, m'amène à me poser beaucoup de questions. Est-ce qu'il n'y a pas eu une loi qui peut-être est en train d'être offensée, en ce sens où, normalement, on doit permettre quand même la libre circulation des biens? Justement, parlant de la libre circulation des biens, certaines personnes ont été récemment arrêtées par faute parce qu'ils tentaient de faire passer leurs biens de façon illégale par les frontières bénino-nigérianes. Vous l'avez su, non?
Oui, je l'ai suivi. Oui, c'est vrai, je ne refuse pas. Mais le problème qu'il y a, si je parle de la libre circulation des biens, c'est pour quand même, vous savez, quand je prends par exemple notre économie en réalité, nous dépendons plus du Nigeria. Parce que c'est vrai, on dit qu'on a des produits comme l'ananas, et le riz que nous produisons qui peut-être qui est souvent exporté. Je ne le refuse pas. Mais quand on regarde, vous allez voir que notre dépendance par rapport au Nigeria est un peu plus élevée par rapport au grand du Nigeria. Bon. Sinon que ça, bon, sinon moi c'est juste ça. Si bien qu'au point où vous allez voir que ceux-là qui qui mènent leurs activités grâce aux effets qu'ils apportent du Nigeria pour ici, par exemple, ont lâché, si bien que on a une faiblesse au niveau de la croissance économique actuellement dans le pays. Alors, Oslo a nous la fermeture des frontières bénino-nigérianes, dont les conséquences économiques commencent à percer fortement sur Cotonou, montre aussi la complexité des relations entre les deux pays voisins. Qu'en pensez-vous? Complexité des relations entre les deux pays voisins. Je pense que cette complexité ne date pas de la fermeture des frontières. Et ce qu'on peut déjà remarquer, on peut sentir une forme de relâchement ou bien de faiblesse au niveau des États qui sont frappés par la mesure, parce que ça aurait été les temps jadis où on aurait déjà vu des déplacements de présidents pour aller là-bas, pour aller négocier, pour véritablement faire face à l'enjeu. Mais je pense que les dirigeants ont décidé de prendre autrement les choses. Et cette fermeture doit leur permettre maintenant de chercher autre marché, ce que certains États ont commencé par faire déjà. Parce que si déjà la mesure a des conséquences, comme vous le disiez tout à l'heure, sur le marché, ça se sent par exemple par un certain nombre de produits. Quand vous prenez l'ananas, quand vous prenez la tomate, déjà à l'interne, on a remarqué que comme ces produits n'arrivent plus à passer la frontière, c'est devenu moins cher ici. Il y a eu une sorte de déflation en ce qui concerne le prix. Donc ça permet à nos États ou à nos dirigeants de penser autrement, ce qui a favorisé par exemple le Bénin dans la signature d'un contrat avec la Chine récemment pour commencer par exporter du soja sur le marché chinois. Donc ce sont des mesures qui, donc en quelque sorte la mesure de fermeture n'a pas qu'un côté négatif. Ça permet à nos dirigeants maintenant de réfléchir, de penser à autre chose, de voir. Parce qu'à l'avenir, ils savent que quand ça va revenir, ils seraient déjà aguerris pour faire face à la situation. D'accord, c'est vrai, il est important de venir résoudre ce problème. Emmanuel Achogede, du côté des bénéficiaires, on voit les motos qui sont garés chez soi, les bénéficiaires qui n'ont pas le désir de venir aller s'approvisionner. Déjà, on observe un phénomène galopant. Selon vous, les bénéficiaires ont-ils tort de réagir de la sorte? Bon, les bénéficiaires, je peux dire qu'ils ont un peu tort non, bon, ils n'ont pas tort de réagir de la sorte parce qu'ils étaient déjà habitués à utiliser par exemple, l'essence qui est de contrebande à exploiter. Maintenant, quand on a constaté que, par exemple, que c'est cher, je prends par exemple à Parakou. Je prends l'exemple de Parakou parce que ça fait tout récemment que moi j'ai été par exemple à Parakou. On a constaté que les gens dans les stations payent ce que les vendeurs d'essence, qu'on appelle communément Payao, ils achètent à la station, mais en réalité le revendent comme s'ils avaient essayé de trouver ça par contrebande au même prix. Donc vous comprenez, peut-être c'est même aussi l'occasion pour d'autres citoyens de bénéficier de ça. Comme on le dit, c'est dans la situation des gens qu'on se retrouve, on se dit bon, c'est normal de pouvoir quand même profiter de ces instants-là. Sinon qu'en réalité, cette fermeture, par exemple, au niveau des stations, sur le régime de talons, on a constaté qu'il y a eu par exemple une augmentation dans la vente. Donc peut-être aussi moi nous parce que le Béninois peut se dire c'est peut-être parce qu'au niveau des stations la station qui est du régime n'avait pas la chance de pouvoir liquider quand même ces produits facilement, mais avec la fermeture ça a permis quand même de pouvoir augmenter leur taux. Oui, justement ça permet réellement de pouvoir
augmenter le taux de croissance. Bon, justement, Oslo, je vais toujours m'attacher à la question posée à Emmanuel Achogede. Récemment, quand on prend, pour ceux qui ont l'habitude de prendre les minibus communément appelés Tokpa, habituellement, on sait que le prix forfaitaire s'élève à 200 et entre 200 à 250. Mais récemment, c'est passé de 300 à 400 francs. Et puis, les bénéficiaires se disent, ça dit, ils expriment leur ras-le-bol, ils se disent que c'est déjà trop en face d'une telle réaction, qu'allez-vous réagir? Bon, c'est déjà trop, on ne peut pas le dire tout de go. Est-ce que ceux qui ont augmenté, ça dépend de... D'abord, cette augmentation, c'était prévisible parce que ça relève de ce qu'on peut appeler la loi du marché. Quand les produits de base changent de coût ou augmentent de coût, c'est normal que le produit final augmente aussi de coût. Ceux qui avaient l'habitude de prendre le carburant à 325 ou à 300 francs à partir de 5 litres, comme certains se plaisent à le mettre, aujourd'hui, ils sont obligés de le prendre à 450, 500. Mais quand ça vient comme ça, c'est normal qu'on puisse constater un peu d'augmentation au niveau de ces coûts-là. Il faut le dire, ça a permis peut-être à certains d'assainir un peu leur habitude d'aller au niveau des stations de fortune appelées stations de Payor, ou bien les expositions au bord des voies, pour aller maintenant dans les stations conventionnelles. D'un point de vue, ça arrange un peu le pays parce que ces stations conventionnelles ont des taxes qu'elles paient. Donc c'est le moment pour elles maintenant de faire un bon chiffre d'affaires et d'évoluer dans les chiffres d'affaires. Et pour une petite anecdote, il y a quelqu'un qui confiait même que il a fait l'expérience, il a constaté que la quantité qu'il prenait au bord des voies, il n'a pas eu cette quantité à la station et puis il a déjà fait le plein. Ça, ce problème soulève assez de débats. Déjà, vu l'expérience de cette personne, on se demande déjà les mesures au bord des voies, ça rime à quoi? Donc, d'une manière ou d'une autre, ceux qui vont crier leur ras-le-bol, ils auront raison. Mais eux-mêmes, quand ils vérifient la situation du marché, au vu de la situation du marché, c'est normal parce que quand quelqu'un qui avait l'habitude de te prendre à 200 francs parce que l'essence était à 125, quand il constate maintenant c'est à 450, c'est à 500, il ne peut qu'augmenter. D'accord, justement, sur ce point, j'en profite pour donner un petit témoignage où récemment, une personne l'a vécu. Il se pourrait que lorsque le prix de l'essence est passé à la hausse, il était parti payer du carburant à côté et puis après avoir été approvisionné par la personne, en cours de route, le moteur de sa moto a eu, voilà, c'est coupé. Du coup, il se demandait mais qu'est-ce qui n'allait pas, et puis il est parti voir quelqu'un qui pourrait le dépanner. Ensuite, pour lui donner la solution de ce qui s'est posé comme problème, on lui a dit qu'il se pourrait qu'il y ait de l'eau dans la carburation. Il y a cette habitude-là qui est fréquente aussi chez certains de nos trucs là, parce que les gens mélangent de l'eau avec le carburant, ou bien on utilise des mesures carrément faussées. Vous voyez des bouteilles. Il y a de cette zone-là, par exemple, précisément à Cotonou, ou bien dans la commune d'Abomey-Calavi, ou quel que soit le coût de l'essence, quand vous arrivez dans cette zone, je ne veux pas nommer, mais ceux qui nous suivent peut-être maîtrisent bien la zone, vous remarquez qu'il y a une différence de 25 francs ou bien de 50 francs. On se demande, mais ceux-ci vont s'approvisionner où? Mais quand vous étudiez bien, ce qu'ils exposent comme mesure, comme bouteille, ça ne fait pas carrément les 1 litre. Même ce qu'on vous offre comme 5 litres là, ça ne fait pas les 5 litres. Les bouteilles de 20 litres ou bien les trucs là de 20 litres, ça n'atteint pas. Donc finalement, c'est des mesures faussées. Et je pense que les situations comme ça nous amènent à faire d'autres expériences pour pouvoir aussi révéler ces erreurs ou bien ces faussetés à laquelle on était habitué. Oui, justement, d'aucuns disent même que nous les consommateurs et puis les habitants du Bénin, nous dépendons du Nigeria. Alors, Emmanuel Achogede, selon vous, ce propos est-il la bienvenue selon vous?
Oui, bon, vous savez, moi je dis, comme d'habitude, la majorité des choses, parce que ce que nous avons l'habitude de produire, c'est les produits de première nécessité. Vous allez voir que quand vous cherchez, même au niveau de la technologie, même au niveau des appareils, vous allez voir que le Nigeria en produit, même au niveau de nos moyens roulants, c'est souvent, par exemple, quand je prends les motos, par exemple, nous dépendons vraiment du Nigeria parce que le Nigeria nous amène plus ces produits-là ici. Les machines, par exemple, pour pouvoir écraser, par exemple, le maïs, tout ça là, c'est que ça vient du Nigeria et c'est ces produits-là que nous utilisons pour exploiter. C'est pour ça que vous allez voir qu'on dit qu'on dépend plus du Nigeria. Sinon, si on regarde bien, la fermeture des frontières, le Nigeria ne va pas trop avoir de conséquences par rapport à nous, mais c'est nous qui subissons plus ces conséquences-là par rapport à la fermeture. Donc, à quoi doit-on s'attendre, Oslo? Déjà, l'État nigérien a confié que la mesure ira jusqu'en décembre. Donc, il faudra réellement prendre ses précautions. Les pays concernés doivent prendre leurs précautions pour subsister ce temps-là. Tout compte fait, on pourrait assister à la chute drastique des chiffres d'affaires ou bien des revenus au niveau des pays. C'est déjà le cas parce que vous avez vu récemment la tournée du ministre de l'Agriculture et du ministre du Commerce. On a constaté qu'il y a certains produits qui pourrissent déjà chez les distributeurs. Donc c'est déjà un coût pour l'économie interne, pour le PIB ou bien pour les chiffres d'affaires de ces acteurs-là. Au niveau du secteur des véhicules d'occasion qui majoritairement vont aussi au Nigeria, récemment le responsable ou le président de l'association a confié qu'ils ont vu réduire jusqu'à moitié leur chiffre d'affaires, ou bien ce chiffre d'affaires qu'ils faisaient journellement, c'est réduit maintenant presque de la moitié. Donc déjà il y a des conséquences énormes et on pourra s'attendre déjà à une révision de notre budget annuel où le taux de croissance prévu pour cette année nécessairement a pris un coup. On pourrait ne pas nous l'affirmer directement, mais vu toutes ces situations-là, c'est inévitable, on ne pourra plus atteindre ce taux-là. Donc c'est déjà un gros choc pour l'économie. Oui, c'est même observé où la famine, la crainte et puis et d'autres circonstances négatives persistent dans le rang des ménages. Alors Emmanuel Achogede, vu tous ces désagréments, qu'est-ce que vous préconisez ou bien que recommandez-vous à l'État pour que ce ménage ne souffre pas? Ah oui, bon, comme précaution, moi je dirais plutôt que nous demandons à l'État de voir quand même dans quelle mesure pouvoir quand même liquider un peu plus. Par exemple, si je prends le cas de nos émidiamans communément, nos taxi-motos communément appelés émidiamans, ceux-là, quand je les prends par exemple, depuis que le coût a diminué, c'est souvent difficile parce qu'ils ont dit leur chiffre d'affaires est souvent diminué, ils n'arrivent même plus à pouvoir faire exploiter parce qu'on se dit combien comme intérêt je peux gagner, nourrir toute une famille. Donc la seule solution qu'il faut faire peut-être c'est de pouvoir diminuer le coût et qu'il y ait augmentation de stations afin que les gens ne puissent plus rester par exemple en ligne pour pouvoir s'approvisionner. Si c'est que les stations existaient un peu plus nombreux, il y en avait beaucoup et que les gens ne devaient pas s'aligner d'abord avant de pouvoir par exemple prendre du carburant. Le cas du carburant par exemple, ça on allait mieux comprendre parce que le perte de temps que l'individu, celui qui doit aller faire telle activité pour pouvoir quand même avoir de revenus et nourrir sa famille, ça là déjà ça joue un coup. Donc la seule solution c'est de demander s'il arrive toujours la fermeture et d'essayer quand même d'avoir plus de stations et que nos produits soient vraiment réglementés afin de ne plus avoir ces genres d'amertume à l'avenir. Oslo, vous savez, nous sommes habitués à cet état de choses, mais selon vous, à l'allure où vont les choses avec une réouverture des frontières, est-ce que tout ira dans les normes selon vous? Avec une réouverture des frontières, peut-être demain, après-demain ou un jour au préalable défini? Et je doute fort que les troupes puissent aller normalement, même après la réouverture des frontières. C'est pas que je suis pessimiste, mais déjà, est-ce qu'on a créé d'autres opportunités? On n'a pas assez de codes à notre acte. Même quand on va rouvrir les frontières, ces produits interdits, on va continuer par les envoyer là-bas.
Parce que les gens produisent par exemple du riz au Bénin, mais ils ont quel marché? Les gens produisent de la tomate au Bénin, ils ont quel marché? Déjà, la preuve que vous allez prendre que ça ne va pas changer, quand le Nigeria a fermé depuis plus d'1 mois maintenant, il y a les tomates qui pourrissent dans les champs. Il y a l'ananas qui pourrit chez les gens. Ça veut dire que si déjà ça pourra changer après réouverture, on devait commencer par constater maintenant que les gens ont découvert autre marché et arrivent à écouler leurs produits. Non, même après réouverture, ça ne va pas changer. Emmanuel le disait tout à l'heure, c'est une réalité. Nous dépendons du Nigeria sur beaucoup de plans, surtout les appareils électroménagers, certains véhicules d'occasion, par exemple, qui nourrit beaucoup de personnes ou qui fait assez de fortunés au Bénin. Si le pays là n'est pas là, ces secteurs vont carrément chuter. Et imaginez par exemple la disparition d'un secteur comme celui des véhicules d'occasion au Bénin, on aura assez de chômeurs, le taux de chômage risque de s'accroître. Donc même après réouverture, il faut le dire, il y a de véritables doutes que cela persiste. On dit souvent que le taux de croissance béninois est essentiellement fiscal. Nous tirons la plupart de nos revenus ou bien la plupart de notre recette fiscale par les taxes, voilà, la tarification, les barrières douanières et consorts. Alors, en se basant sur cet aspect, et nous irons peut-être toucher un agent économique qui est les entreprises, par exemple. Quand nous prenons les entreprises, alors selon vous, est-ce que les entreprises pourront arriver à pouvoir payer les impôts ou bien les différentes taxations dans les peut-être les semaines à venir ou du moment où c'est défini? Bon, les entreprises vont essayer de faire ce qui les concerne. Quand on parle de fiscalité, là où le problème va plus se faire ressentir, les échanges à travers la frontière, les emplois de taxes sur tout ça. Et avec cette situation maintenant, il n'y a plus d'échange. Si je n'arrive pas à atteindre l'autre côté, à quelle occasion je vais payer de taxes? Il n'y a plus de taxes. Donc c'est ça qui fait surtout qu'on va constater la chute. Sinon au niveau des entreprises, bon, ça va continuer parce que les gens font leur affaire à l'interne. Mais là où ça va peser aussi sur les entreprises, quand le dernier a un bon revenu, il viendra faire des achats. Supposons que le paysan qui a l'habitude de livrer ses produits sur le marché nigérian, si j'arrive à livrer mes produits, j'aurai de moyens pour venir faire des achats chez vous. Mais quand je n'arrive pas à livrer là-bas, je vais constater une diminution de mon pouvoir d'achat. Et dans ce cas, je ne pourrai plus payer comme d'habitude chez vous. Et vous-même, en retour, vous n'aurez plus assez de revenus pour pouvoir payer convenablement votre impôt. Là, ce qu'on a l'habitude de vous ramener chaque mois, vous serez obligé de négocier. C'est ce qui donne lieu à des corruptions ou bien à des conciliabules entre les agents et ceux qui doivent être tassés et ceux qui vont payer finalement, ce ne sera plus ce qui doit être payé. Donc tout compte fait d'une manière ou d'une autre, on va constater aussi le poids sur les entreprises. Tout compte fait d'une manière ou d'une autre, nous allons constater le poids sur les entreprises. Et vous l'avez dit, Oslo, à nous, Emmanuel Achogede, nous sommes à la fin de cette émission. Un dernier mot. Bon, un dernier mot, c'est juste dire à l'État béninois de pouvoir quand même essayer de négocier afin que les ouvertures soient, qu'il y ait l'ouverture et quand même penser à la vie de la population, c'est important. Donc, et aussi peut-être amener à conscientiser la population sur l'exploitation de ces produits-là, que ça soit légal, afin que cela n'arrive plus jamais à l'avenir, quoi. C'est juste ce que je peux dire. Oslo, à nous, votre mot de la fin. Mot de fin, c'est de vous remercier pour cette initiative et puis exhorter les dirigeants des pays concernés par cette mesure de fermeture à développer maintenant d'autres curiosités. C'est le moment pour eux de développer des relations avec d'autres États pour qu'à l'avenir, cette mesure de fermeture n'ait plus assez d'inconvénients sur les pays qui les entourent. Parce que imaginez s'ils avaient déjà assez de partenaires économiques, même avec cette décision au Nigeria, les pays ne vont pas trop constater le poids. Donc les exhorter à entretenir des relations réellement fructueuses avec d'autres États pour pouvoir mieux s'en sortir à l'avenir. Forum éco de ce jour, stop et fin à la direction. Je suis resté Jean-Paul Nkodo. Réalisation Roland Bokossa. Merci de nous avoir suivis.